La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous, et l'écho d'archaïques métamorphoses résonne en chacun de ses muscles, de ses os en injonctions contradictoires. Il remonte le temps au-delà de sa conscience jusqu'à ce point du paléozoïque après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution où il n'est que tétard dans le ventre de Mom. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis 1 an, depuis le jour de Bale, de toute façon il a changé d'espèce. C'est le jour de Bale. François éteint le réveil, saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Sa caille sec, il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nine surgi en rêve. 6 litres de sang très rouge irriguent parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 kilomètres de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur, -12. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavalcade heureuse. Ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées aux tibias et fémurs, liés par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Nine, 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 elle bat dans ses tempes cette fille, dans sa gorge, son sexe. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure, alors qu'elle prépare le café derrière la fenêtre de sa cuisine, au 6e étage. Il a repéré l'échafaudage installé pile en face. Il grimpera jusqu'au toit. Dehors, c'est blanc et verni. Il marche, les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres. Ses plantes de pied transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. À Ponthierry, il y a une mer de glace pareille qu'à Chamonix. François l'a vue. On a dynamité la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 56 se changera en trou noir. Devant l'échafaudage, François balance ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir, il y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant. Il prend appui sur la moise glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse, léger, d'une console à l'autre, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes, 1 étage, 2 étages en façade, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts dont la genèse s'ancre loin in utero, l'outil fondamental, sans elle, point de projet ascensionnel. Il atteint le toit, l'aurore en face. Nine s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. François sourit, 20 muscles de son visage s'y appliquent. Maintenant,
La rue scintille de reflets diamantins. Il va retrouver le camion porte de Clichy. Il a congé intempéries. Il part pour les Ardennes, donner un coup de main à un cousin dans une scierie près de Charleville-Mézières. Le camion roule à 40 pendant des heures, à demi plongé dans le brouillard. François oubliera le moteur soudain poussif, le juron de Toto qui appuie en vain sur l'accélérateur, le camion ralentit comme un jouet mécanique en bout de course qui soudain s'arrête et ne redémarre plus. Toto frappe la carrosserie. Il faut chercher de l'aide. Il ne peut pas laisser ses 10 tonnes de ferraille sous bâche. François doit y aller. Lui, il l'attend ici. Et tarde pas, on se les gèle. François marche dans une forêt de contes, traversée de bruits nocturnes. Il voit au loin des caténaires bien espacés, un chemin d'aiguille contre le ciel. Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher, et ça croise des gares où demander de l'aide. À un moment, il aperçoit une voie de garage, un groupe de wagons immobiles. Il se dit « Je vais grimper sur un wagon, tenter de situer le camion et la prochaine gare. » Une fois assis sur le toit, face au paysage sans relief, blanc sur blanc sauf la masse des bois, il est dans une estampe. Il se met debout. Une seconde encore, l'hippocampe est intact. Il contient tous les sons, gestes et pensées qui précèdent depuis l'aube, depuis des semaines, depuis le début de l'hiver sibérien, depuis Nîmes. François lève les bras plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve. Une déflagration fracture le ciel. Le corps de François s'arc en Fosbury au-dessus du wagon, prêt à franchir une barre de saut imaginaire. Son cerveau brûle si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la Seine, pas un corbeau ne survole la plaine. C'est à 5 heures du soir qu'il s'est décidé à partir, racontera Toto à l'officier qui tente de constituer un rapport. La nuit était tombée depuis un moment. Toto était transi et à court de cigarettes. Qu'est-ce qu'il foutait, cet imbécile de Parigot? 3 heures qu'il l'attendait. Ses doigts brûlaient de froid. Il n'allait pas passer la nuit dans la cabine quand même, et pas question de laisser le chargement. À ce moment de la déposition, il reviendra légèrement en arrière. Il aura oublié quelque chose et ça les intéresse peut-être. Il se rappelle un bruit bizarre. François était parti depuis 20 minutes, ou pas loin. Il y a eu un claquement formidable dans le ciel, type coup de feu, en plus fort. Toto a cherché du regard un chasseur, de la fumée. Il n'a rien vu. Il a appelé. « Il y a quelqu'un ? Eh oh, il y a quelqu'un ?» Il ne voulait pas se faire tirer dessus, il ne manquerait plus que ça. Le lendemain, dira Toto, j'ai pu repartir jusqu'à Charleville et je suis passé voir Georges à la scierie. Ton cousin, je lui ai dit, il s'est envolé en me laissant dans la panade. Il a intérêt d'avoir une bonne raison. Je cherchais le renard, chuchotera la gamine. Assise sur la chaise trop haute, elle balancera ses jambes d'avant en arrière, le visage tourné vers la cheminée, fuyant le regard du gendarme. Mais l'homme, il était où? L'enfant ramènera ses cheveux devant son visage, masquant ses yeux.
Il volait par-dessus le wagon, soufflera-t-elle comme pour elle-même. Et puis, il est tombé. Elle était sortie du bois, c'était interdit, elle suivait le renard. Il a volé d'abord, avec des flammes. Le gendarme demandera comment était l'homme. La boule d'enfant oscillera sur la chaise devant la cheminée, chauffant son petit corps à la tiédeur du feu. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? On entendra le vent siffler dans le conduit, l'enfant renifler. Un Jérémie. C'est son oncle, précisera le père. On l'a enterré la semaine dernière. Elle pleurait, continuera le père face au feu après l'éclipse de la petite fille. J'ai compris qu'elle venait du bois. J'avais de la neige aux genoux. Je ne l'ai vue qu'au moment où j'allais marcher dessus, là, devant moi. Un grand corps allongé sur le dos. J'ai vu la neige creusée à ses contours précis, sans bavure, et aucune trace de pas autour, comme s'il était tombé du ciel. Le père se rappellera la figure cramoisie de l'homme à terre, la peau gonflée, les reliefs lissés dans une sorte de masque tendu à craquer, les doigts maigres et calcinés au bout des branches, pareils à des serres d'oiseaux, les plaques noires sur les vêtements. « Ça sentait le cochon grillé », dira le père. « Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai cru qu'il était mort. J'ai touché la gorge. J'ai cru sentir le sang battre en dessous. J'ai couru chez le voisin. Il a réussi à démarrer le tracteur. On a soulevé l'homme. Il n'y avait pas de sang sous le corps. Et le bruit, vous l'aviez entendu ? J'avais cru que c'était le tonnerre, juste un coup. J'avais trouvé ça étrange. L'hôpital est à 10 kilomètres. Par miracle, le tracteur a tenu bon. Le type aussi. Je n'ai pas pu me libérer plus tôt, s'excusera l'ingénieur des chemins de fer. Le gendarme rappellera les faits. Au vu des traumatismes constatés et de l'emplacement où a été trouvé le corps, l'hypothèse d'un homicide est écartée. Un arc, conclura l'ingénieur. La caresse brûlante d'un arc électrique qui traverse la chair, enflamme les tissus, projette le corps à plusieurs mètres. Les contours nets du corps dans la neige, l'absence de traces de pas autour, convergent vers le même scénario. Un homme qui grimpe sur le wagon, sous la caténaire, dont le corps mouillé de neige fait un excellent conducteur et que les ampères grillent en quelques secondes. François Sandre aura lu l'infirmière sur la carte d'identité trouvée dans le portefeuille de l'homme. Elle aura téléphoné à Paris elle-même, à la mère de l'homme, qui avait un drôle d'accent anglais, espérant que cette femme serait forte. Il n'est pas mort. La femme aux yeux immenses fixe le chirurgien derrière son bureau. Le chirurgien ajoute doucement « Il veut apprivoiser cette femme. » C'est miraculeux. Le mot autorise l'espoir le plus déraisonnable. Les brûlures sont profondes, mais le visage est intact ou presque. Il revient sur la chance
parce que ce qu'il dira tout à l'heure ouvrira un abîme de douleur. Il faut que l'idée de chance provisionne du jour pour la nuit qui vient. Il dit « La neige l'a sauvé certainement. L'eau est conductrice, mais la neige a éteint le feu, refroidi les brûlures, et elle a amorti la chute. » Il a honte de poursuivre dans le registre de la chance. Il retient le pire, ou plutôt le fractionne en blocs séparés, si possible supportable pour cette femme et pour lui. Quelqu'un l'a trouvé avant qu'il gèle. Le froid brûle aussi quand il dure. Il respire. Oui, c'est un miracle. Cette fois, il n'y peut rien. Au lieu de l'espoir fou, il entend seulement l'aveu d'impuissance contenu dans le mot. Si la chance est à l'œuvre, c'est que la médecine ne suffit pas. Il ne décrit pas le corps sur le brancard. Jamais on n'avait vu pareil convoi devant l'hôpital. Le tracteur rouge énorme, émergé d'un nuage de fumée parce que l'agriculteur ne voulait pas couper le moteur, pas persuadé de redémarrer. Et l'homme bizarre qu'on en avait extrait. Il ne dit pas les tissus fondus dans la chair, les lambeaux de veste, de chemise, de peau retirés du bras gauche, carbonisés jusqu'à l'os, l'os apparent, la chair racornie éclatée autour comme une viande trop longtemps laissée sur le grill, l'ampleur du désastre lentement révélée par le déshabillage. Il ne décrit pas la brûlure circulaire au bras droit, le noir carbone coulé dans le blanc de la peau cartonnée à la façon, aurait dit Mom, d'un étrange batik. Il ne décrit pas les brûlures au 2e degré profond, au niveau du torse, du dos, la plaque de peau carbonisée sous le genou gauche. On a recensé les brûlures. Les plus graves concernent les bras. Il se souvient de son propre désarroi. Les mesures tombent vite, toutes inquiétantes. Arythmie cardiaque, pouls galopant, tension artérielle basse. Le chirurgien fixe le bras carbonisé qui décharge dans le sang des quantités de potassium et de protéines létales pour le cœur et les reins. Il craint l'arrêt cardiaque, l'insuffisance rénale aiguë. Sa décision est prise. En 25 ans, il a déjà sectionné des doigts, des mains et des tibias broyés par la mine. Des jambes aussi, dans la terrible bataille des Ardennes. Pas d'épaules. Aux familles, on affirme que l'ablation prépare l'appareillage. Elle n'est pas un échec, mais le début d'une autre vie. La chirurgie de la perte, c'est un échec quand même, il ne se raconte pas d'histoire. Et puis le garçon a quoi? 20 ans? Taillé comme un David, aux proportions superbes. Pas un échec. La brûlure est si haute, il ne restera pas l'ombre d'un moignon. Il épargne à la femme les images inutiles. Sous la lumière crue de la lampe, il sculpte une silhouette désarticulée, comme découpée au ciseau, au ras de l'omoplate, par une main d'enfant malhabile. La nécessité n'allège pas l'horreur du geste. J'ai dû l'amputer du bras gauche,
Je suis désolée. Le bras droit est sous observation. Le surlendemain, les urines restent noires. L'insuffisance rénale aiguë, on en meurt. Le chirurgien a scruté le bras droit, dans lequel il avait pratiqué les longues incisions verticales. Mom y aurait vu quelque chose comme les plis creux d'une manche ballon, puffed and slashed sleeves, semblables par les formes, si ce n'est par les couleurs, aux manches bleues fendues de rouge qui ornent la robe de Blanche-Neige. Un numérus contre des reins, a songé le chirurgien. Un numérus contre un cœur. S'il agit vite, le garçon peut survivre. Au vu de ce qu'il se prépare à faire, il doute que c'est souhaitable, mais ce qu'il pense ne compte pas. Sa mère veut qu'il vive. Faire vivre, c'est son métier. Je vais amputer le bras droit. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, écrit René Char. Le chirurgien prend une feuille et un crayon. Il dessine un corps selon la règle des 9 de Wallace. 9 parties à surface de peau égale. On dirait un patron, pense Mom. Pour les brûlures, un rectangle sur le torse. Un plus petit en transparence dans le dos. Une pastille sous le genou gauche. Un trait horizontal pour la fissure tibiale. Et puis, en appuyant un peu, les doigts hésitent à ce moment du dessin. Une ligne courbe et courte qui tranche net dans l'articulation de l'épaule gauche, dans l'articulation de l'épaule droite. Mom fixe le dessin, tend la main vers le crayon. Vous permettez ? Elle se penche sur la feuille, étire les mollets, rabote le gras des cuisses, rend à François ses jambes d'échassier. Elle allonge le tronc, corrige le bilboquet grossier de la tête sur le cou, donne un ovale au visage. Elle fait des cheveux, ajoute les oreilles. Le chirurgien découvre le garçon long et fin sous l'œdème. Elle gomme un bras, l'autre bras. Elle pose le crayon, se recule sur la chaise, regarde. Stockman. Ça lui vient tout de suite. C'est un mannequin Stockman, pareil au buste en papier mâché recouvert de lin sur pied de bois, qu'elle habille et déshabille tous les jours. Je suis couturière, elle dit. Moi aussi, dit le chirurgien. Quelquefois.